le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre rendez-vous d'information internationale sur la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour présenter la page internationale à Jacmel pour le grand journal François Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Israël durcit le ton. Exécutif israélien a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche des mesures à l'encontre des familles de terroristes après deux attentats vendredi et samedi à Jérusalem-Est. Voici un reportage à signer Euronews. C'est une des mesures fortes promises par Benjamin Netanyahou envers ceux que le gouvernement considère comme des terroristes ou des soutiens de terroristes. Des soldats israéliens ont bouclé la maison familiale du Palestinien de 21 ans qui a tué 7 personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Le bâtiment doit être prochainement démoli dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales visant à révoquer les droits des proches des agresseurs. Le cabinet de sécurité israélien a également décidé de faciliter l'obtention de permis de port d'armes. Nous étendons et accélérons la délivrance de licences d'armes à feu pour des milliers de citoyens israéliens, y compris les services d'urgence. Nous ne recherchons pas une escalade, mais nous sommes prêts à toute éventualité. Notre réponse à la terreur est une main ferme et une réaction puissante, rapide et précise. D'autres maisons palestiniennes ont été rasées à Jérusalem-Est. Les autorités affirment qu'elles ont été construites sans permis. Pour Israël, la démolition des maisons de Palestiniens accusées d'attaque a un effet dissuasif, mais les détracteurs de cette pratique la dénoncent comme un châtiment collectif, ciblant en particulier les Palestiniens ayant la nationalité israélienne. Nous irons au Madagascar. Bilan catastrophique après le passage de la tempête Shenzo au nord-est de l'île de Madagascar. Une vingtaine de morts, des milliers de personnes sinistrées. Voici un reportage à signer Africa News. La tempête Shenzo qui s'est abattue sur le nord-est de Madagascar il y a 10 jours continue à faire des ravages. Les données officielles du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes déplorent une vingtaine de morts, des dizaines de milliers de personnes déplacées et sinistrées, avec plusieurs milliers d'hectares de rizières inondées dans les régions d'Analamanga, Boeni et Sofia. Nous avons perdu nos arachides, notre manioc, notre riz, toutes nos cultures. Nous ne pouvons rien faire d'autre que tout replanter. La population souffre, des pluies torrentielles, toutes nos cultures sont dévastées. Le riz que nous venons de planter, le manioc, rien n'est récupérable. Nous souffrons. La tempête Shenzo est la première tempête tropicale de la saison cyclonique à toucher l'île de l'océan Indien, sujette aux catastrophes naturelles. L'Iran a reçu par l'intermédiaire du Qatar des messages de la part des pays impliqués dans les négociations sur le dossier nucléaire, a annoncé hier dimanche son chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian en accueillant son homologue qatari. Voici un reportage à signer I24 News. L'information n'a pas été confirmée par Washington, mais le Qatar maintient avoir transmis à l'Iran des messages américains pour relancer le dossier nucléaire. Ce dimanche, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, recevait son homologue qatari, Ahmed Ben Al-Thani. En ce qui concerne les messages auxquels j'ai fait référence, ils proviennent de diverses parties concernant de nombreuses questions liées à l'accord nucléaire. Nous voyons qu'il existe une opportunité de résoudre les problèmes liés à cet accord, de jeter les bases et de créer l'environnement adéquat pour revenir à l'accord en prenant en considération les préoccupations de toutes les parties. Les États-Unis nous ont envoyé plusieurs messages concernant l'accord, pas directement au cœur de celui-ci, mais il y a diverses questions qui y sont liées. Le diplomate iranien n'a fourni aucun détail sur la teneur des messages, mais a salué les efforts engagés par le Qatar pour relancer les négociations suspendues depuis plusieurs mois. Le Qatar tente de ramener à leurs engagements toutes les parties prenantes à l'accord sur le nucléaire. Pour l'heure, aucune réaction de Washington. De son côté, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé son intention de se rendre en Iran le mois prochain.
Raphaël Grossi tentera de convaincre Téhéran de reprendre la coopération sur ses activités nucléaires. Les négociations pour relancer l'accord international conclu en 2015 entre l'Iran d'un côté et l'Union européenne et 6 grandes puissances de l'autre sont au point mort depuis la sortie unilatérale des États-Unis en 2018. Cet accord visait à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Mais si l'Iran a toujours nié poursuivre son enrichissement, en avril 2022, Téhéran a annoncé avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% sur le site de Natanz, se rapprochant ainsi des 90% nécessaires à la confection d'une bombe atomique. Nous irons en Ukraine. Des bombardements russes sur Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont fait hier dimanche 29 janvier au moins 3 morts et 6 blessés, a dénoncé le président Volodymyr Zelensky, tandis qu'une frappe russe le même jour à Kharkiv a tué une personne, selon le gouvernement de la région. Voici un reportage signé France 24. De la fumée s'échappe encore de cet immeuble. Le bâtiment vient d'être touché, balayé par une frappe russe. En plein cœur de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, les secouristes s'affairent à la recherche d'éventuels survivants. Au milieu des décombres, cette femme, une habitante de l'immeuble, miraculée. J'étais dans mon lit, je réfléchissais encore et encore. Soudain, quelque chose de très puissant m'a emportée. Je suis sortie du lit, j'étais directement dans la cuisine. Je ne sais pas comment je suis encore en vie. Les autorités locales font état d'au moins 1 mort et plusieurs blessés. Déjà ce dimanche, les frappes russes avaient fait des victimes. 3 au moins ici à Kherson selon les autorités ukrainiennes, qui ajoutent qu'une école, un hôpital aurait aussi été pris pour cible. Kherson, cette ville abandonnée par l'armée russe en novembre dernier, est à nouveau l'objet de bombardements réguliers. Aujourd'hui, oui, c'est très intense. Il y a beaucoup de bombardements. J'étais à une demi-heure de marche du marché central et j'ai entendu 3 ou 4 obus voler. De son côté, l'administration russe en place au sud de la région de Zaporijia rapporte qu'une frappe ukrainienne visant un pont ferroviaire aurait fait plusieurs victimes. Dans cette région, les combats acharnés ont bel et bien repris ces derniers jours. Zoom sur la guerre en Ukraine. Quelle issue l'Occident veut-il pour la guerre en Ukraine? Retour du Donbass ou bien insurrection à Moscou? Vera Goffman, reporter à RT pour les précisions. Nous avons maintes fois entendu que l'Occident est prêt à soutenir l'Ukraine jusqu'à sa victoire sur la Russie. Les contours de cette victoire sont tout de même un peu flous. Gardons bien présent à l'esprit que la Russie est un grand pays et une grande nation qui est habituée à lutter jusqu'au bout et à presque perdre et enfin se redresser. Elle l'a fait avec Napoléon, avec Hitler. Il serait absurde de penser que la Russie a perdu la guerre ou que ses militaires sont incompétents. Jusqu'à maintenant, elle est en train de perdre, mais elle a toujours une énorme force et la capacité pour continuer à la faire. C'est pour cela qu'il faut maintenant continuer à armer l'Ukraine avec les moyens matériels et militaires nécessaires pour mener le type de guerre qu'elle doit mener. Non seulement une guerre défensive, mais aussi une guerre qui lui permette de prendre l'initiative, de briser la ligne de front et d'éviter que dans quelques mois, la Russie ne lance une nouvelle offensive très puissante et sanglante. Effectivement, qu'est-ce qui peut être considéré comme une victoire? Le retour du Donbass en Ukraine ou le rattachement de Moscou à Kiev? Monsieur Rogov a déclaré que les sanctions seules ne suffisent pas à gagner la guerre, mais qu'il faut maintenir le cap. Il a reconnu qu'arriver à un changement de régime est difficile, citant les exemples de Cuba, du Venezuela et de l'Iran, mais a déclaré que c'est la direction que prend la Russie. Bon, vous allez me dire que n'importe quel professeur dit n'importe quoi sur n'importe quel forum. Le problème, c'est qu'on entend aussi ce type de propos descendre de haute tribune. Poutine doit partir. L'heure est venue pour un changement de régime en Russie. Et tant qu'on y est, ce serait aussi bien que la Russie donne son gaz et son pétrole gratos. La Russie devrait continuer à exporter du pétrole vers les pays démocratiques, mais les pays destinataires devraient retenir le paiement de ces ressources énergétiques sur des comptes séquestres, jusqu'à ce que Vladimir Poutine mette fin à la guerre. C'est alors à Poutine de décider de couper ou non l'approvisionnement en pétrole. Et arrête de faire payer les compagnies aériennes pour le survol de la Sibérie. Bruxelles propose à Moscou de renoncer volontairement à l'argent.
La Commission européenne exhorte la Russie à refuser de faire payer les compagnies aériennes pour les vols au-dessus de la Sibérie. Avec la création d'un tribunal spécial qui s'apprête à juger les crimes de guerre présumés des autorités russes en Ukraine, la communauté internationale voudrait-elle vraiment se mettre à la table des pourparlers avec la Russie ? Alors, qui va nous organiser un procès spectacle ? Ceux qui tuent des gens et commettent des crimes de guerre en toute impunité, mais ne sont pas vraiment condamnés par ces mêmes institutions internationales qu'ils financent ? Ceux qui croient si fermement en leur exceptionnalité et leur impunité, ceux qui croient avoir le droit de juger les autres, mais en étant eux-mêmes en dehors de tout jugement. Parce que côté Ukraine, je cite, on n'est pas sûr que le président russe soit toujours en vie. Je ne suis pas sûr que le président russe qui apparaît parfois, les professionnels de l'audiovisuel le comprendront sur l'incrustation. Il apparaît quelque part, mais j'ignore vraiment si c'est bien lui. Bref, tout est presque prêt. Reste plus qu'à organiser une insurrection à Moscou, renverser Poutine et piller les ressources du pays. Un dernier détail, convaincre 140 millions de Russes que c'est pour leur bien. C'est la fin de la page internationale pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Coup d'œil sur la météo Boston pour ce aujourd'hui. 45 degrés Fahrenheit, 7 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Bon début de semaine à tous et à toutes. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.